Nous allons passer au dossier numéro 4. Le 4 septembre 2007 à 20 h, Madame J, 64 ans, est accueillie aux urgences de la Salpêtrière où vous exercez vos fonctions d'interne. Elle présente un déficit de l'hémicorps gauche revenu brutal à 14 h le jour même. À l'examen, vous notez un Glasgow à 13, une hémiplégie gauche aux 3 étages, proportionnelle, avec hémi-hypoesthésie dans le même territoire. Il y a déviation de la tête et des yeux vers la droite, une hémianopsie latérale homonyme gauche et l'absence de signes d'atteinte des paires crâniennes ou de syndrome cérébelleux. Vous réalisez une imagerie cérébrale en urgence, donc je vous demande l'interprétation. Citez ensuite précisément le diagnostic que vous posez. Troisièmement, quelle est votre prise en charge thérapeutique pour les 24 premières heures? Quatrièmement, quels examens à visée étiologique prévoyez-vous? On vous précisait que le bilan retrouve une surface de l'orifice mitral qui est à entre 1,35 et 1,4 cm² pour une normale entre 3 et 6, avec une oreillette gauche très franchement dilatée. Quel est alors, selon vous, le mécanisme à l'origine de la situation neurologique actuelle? À J4, la patiente s'aggrave. À la stimulation douloureuse, elle ouvre péniblement les yeux et présente un retrait adapté de la main. Cependant, son langage est limité et se limite à une succession de sons incompréhensibles. À combien cotez-vous le score de Glasgow? Détaillez votre réponse. Interprétez l'iconographie suivante. Quelle est selon vous la cause de la détérioration clinique? 2 jours plus tard, alors que la patiente est intubée et ventilée, vous ne retrouvez plus aucun réflexe du tronc cérébral. Elle est en mydriase bilatérale aréactive. Vous suspectez alors le diagnostic de mort encéphalique. Comment pouvez-vous, dans ce contexte, confirmer votre diagnostic? Première question, je vous donnais 2 imageries cérébrales un peu particulières qu'il fallait interpréter. Pour les interpréter, comme d'hab, on dit d'abord de quoi il s'agit. Là, c'est évident, il s'agit d'une IRM cérébrale. La seule IRM cérébrale où on ne voit pas autour le crâne, où le cerveau est un petit peu mal défini, on a l'impression qu'il flotte un petit peu, c'est une IRM de diffusion. L'IRM de diffusion est à connaître. On voyait chez ce patient un hypersignal, donc c'est une image blanche, en diffusion, dans cette région-là, ce qui correspond au territoire de l'artère cérébrale moyenne. Nous sommes ici du côté droit. Pour résumer tout ça, nous avons un hypersignal systématisé, c'est le mot-clé, dans le territoire de la sylvienne droite. Deuxième imagerie un petit peu particulière que je vous montrais ici, c'est une imagerie vasculaire, numérique, à type d'angio-IRM cérébral. Sur cette imagerie-là, on a une visualisation du polygone de Willis avec ses différentes structures. Je vous les rappelle. Ici, les structures carotidiennes, la termination de la carotide interne, avec d'un côté donc l'artère cérébrale moyenne, en avant l'artère cérébrale antérieure, on retrouve sa corollaire contralatérale. On retrouve aussi les structures issues du tronc basilaire avec les artères cérébrales postérieures, bilatérales, qui communiquent, on le voit surtout bien ici, avec les structures issues de la terminaison carotidienne par la communicante postérieure. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas sur ces structures-là? Et bien là, on ne voit pas la cérébrale moyenne droite. Donc, sur cette imagerie, et en plus de ne pas voir l'artère cérébrale moyenne droite, on ne voyait pas non plus la terminaison carotidienne. C'était ce qu'il fallait préciser dans votre réponse. Absence de visualisation de la carotide interne et de la sylvienne droite. Citez précisément le diagnostic que vous posez, il était évident devant le tableau clinique et devant l'imagerie cérébrale qu'on vous donnait. Il fallait juste avoir tous les mots pour dire qu'il s'agissait d'un accident cérébral constitué, récent. On l'a dit, on voit par la clinique qui date de 14 h le jour même, il est 20 h actuellement.
récent aussi parce qu'il est visible sur l'imagerie de diffusion. Il est localisé dans le territoire sylvien, total, droit. C'est l'ensemble du territoire sylvien qui est ischémié. On retrouve aussi cliniquement quelques signes de gravité, notamment la déviation de la tête et des yeux, et sur le plan radiologique, le volume de l'AVC qui est important. La prise en charge thérapeutique des 24 premières heures est extrêmement importante à connaître. Il faut que vous ayez tous les mots-clés de cette prise en charge. Tout d'abord, précisez qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique. Si vous oubliez ce terme d'urgence, c'est zéro à la question. Il va falloir hospitaliser votre patient en unité de soins intensifs, de neurovasculaire si possible. La mise en condition va être d'allure réanimatoire, voie veineuse périphérique, sonde nasogastrique, O2 nasale, sonde urinaire, scope. On va ensuite mettre en place plusieurs mesures afin de potentialiser au maximum le débit sanguin cérébral, faire en sorte qu'il ne diminue pas. Pour cela, on va prescrire au patient un repos strict au lit. De même, on lui prescrira une bonne hydratation à l'aide de sérum physiologique. On verra ensuite qu'on ne lui prescrit pas de sérum glucosé en raison des effets délétères de l'élévation de la glycémie. Troisième mesure qui permet le maintien d'un bon débit sanguin cérébral, c'est le respect de l'élévation de la tension artérielle. Physiologiquement, au décours d'un accident vasculaire cérébral, la tension artérielle va s'élever. Il va falloir ne pas la traiter jusqu'à des valeurs de 220 de systolique, 120 de diastolique. Si vous ne marquez pas dans votre réponse que vous respectez une élévation de la tension artérielle, je considère que c'est zéro à la question. Deuxième élément qui est délétère en cas d'AVC, c'est l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie, elle est physiologique chez tous les patients, qu'ils soient ou non diabétiques, et survient dans les heures qui suivent l'accident vasculaire cérébral. Or, cette hyperglycémie va entraîner une majoration de la souffrance cérébrale au niveau de sa zone de pénombre. La zone de pénombre, c'est la zone qui entoure la zone ischémiée, mais qu'on peut encore sauver. Si la glycémie s'élève trop, l'ischémie de cette zone de pénombre augmente de façon exponentielle. Il faut donc traiter de façon systématique l'hyperglycémie grâce à de l'insuline rapide à la seringue électrique. De même, si vous ne le mettez pas, c'est zéro à la question. Troisième facteur qu'il va falloir contrôler dans la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral, c'est l'hyperthermie. Pour les mêmes raisons, hyperthermie majeure, la souffrance de la zone de pénombre encore sauvable, d'où traitement de l'hyperthermie par antipyrétique. On passe maintenant au traitement étiologique de l'accident vasculaire cérébral chez cette patiente qui présente un accident massif, chez qui nous n'avons en plus aucune indication d'une anticoagulation. Le traitement reposera sur l'antiagrégation plaquettaire. Je vous rappelle que dans l'AVC, on est de plus en plus réticent à mettre des anticoagulants car il y a un risque de transformation hémorragique de l'accident. Et ceci, plus l'accident est volumineux, plus la transformation hémorragique risque de survenir. Donc chez cette patiente, on prescrira de l'aspirine en bolus intraveineux à J1 avec relais Péros DJ2. N'oubliez pas, chez le patient neurologique paralysé, de prévenir les complications de décubitus par des mesures simples comme les bas de contention ou le nursing. Par contre, les héparines à dose préventive seront débutées à la 24e heure. De même, autre réflexe en neurologie, la kinésithérapie qui devra être précoce avec des mobilisations passives et actives des membres paralysés. La surveillance, elle est horaire. Si vous ne la précisez pas, c'est zéro à la question. Cette surveillance, elle sera clinique, portant sur l'état neurologique du patient, son état de conscience évalué par le Glasgow, son état déficitaire évalué par le score NIHSS qui a été défini à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral. La surveillance portera aussi sur la tension artérielle, la glycémie capillaire et la température pour mettre en place le traitement symptomatique dont nous avons parlé précédemment.
Quels examens à visée étiologique allez-vous prévoir? Pour dire quels examens on va prévoir, il faut savoir d'abord un petit peu ce qu'on recherche. On recherche les diverses causes d'accident vasculaire cérébral, notamment l'athérome, notamment les causes cardio-emboliques, la dissection artérielle extra- ou intracrânienne, les troubles de l'hémostase, innés ou acquis. Je vous rappelle quand même que dans près de 40% des AVC, aucune cause n'est retrouvée. Le bilan, il va être donc orienté par les causes que nous recherchons. On fera un bilan biologique standard, comprenant aussi un bilan d'hémostase. On fera un bilan des facteurs de risque cardiovasculaires, avec une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée et un bilan lipidique. On recherchera une ischémie myocardique associée de façon systématique, et vous avez très fréquemment tendance à l'oublier, donc je vous l'entoure, encadre, tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de doser les enzymes cardiaques. À visée morphologique, on réalisera un échodoppler des troncs supraortiques qui pourra aisément être remplacé par une angio-IRM des troncs supraortiques à la recherche d'athérome ou d'une dissection à ce niveau-là. L'examen intracrânien vous était donné précédemment à la question numéro 1. Pour évaluer le cœur, on fera déjà, dès l'entrée du patient dans votre service, un électrocardiogramme, et sinon, on complétera en cours d'hospitalisation par une échocardiaque transthoracique et un Holter ECG. L'échographie transœsophagienne n'est pas indiquée en première intention. Votre bilan retrouve un rétrécissement mitral évident avec une oreillette qui est très franchement dilatée, qui était potentiellement porteuse d'un thrombus intracardiaque qui, on peut l'imaginer, aurait migré ici. Le mécanisme de la situation neurologique actuelle est très probablement cardio-embolique. Rétrécissement mitral, grosse oreillette, thrombus intracardiaque qui embolise dans la circulation cérébrale. Tableau classique. Accident massif, la patiente s'aggrave. Elle s'aggrave, elle devient difficilement réveillable. Elle a un retrait adapté de la main, son langage se limite à une succession de sons incompréhensibles. À combien évaluez-vous son score de Glasgow? Le score de Glasgow est évalué par 3 réponses, une réponse oculaire, une réponse verbale et une réponse motrice. Là, le score oculaire était à 2 sur 4, score verbal à 2 sur 5, réponse motrice à 5 sur 6, car il y avait un retrait adapté de la main. Le score total était évalué à 9 sur 15. Les points ne vous sont donnés que si vous détaillez votre réponse. Interprétez l'iconographie actuelle. Donc, le réflexe, le patient qui a un AVC qui s'aggrave, il faut faire un scanner cérébral. C'est l'imagerie qu'on vous donnait ici, un scanner cérébral non injecté. On voyait sur cette imagerie un territoire plus noir. Quand c'est plus noir au scanner, on parle d'hypodensité. Cette hypodensité était bien délimitée dans le territoire de l'artère sylvienne droite. On voyait du même côté un effacement des sillons, et même de manière contralatérale. Et on retrouvait une déviation, une compression du ventricule latéral droit puis du gauche, avec une déviation de la ligne médiane qui est là. Et on voit très clairement que le septum interventriculaire est dévié par rapport à la ligne médiane habituelle. Devant ce tableau clinico-radiologique, la dégradation clinique est probablement liée à un œdème cérébral malin, responsable, on l'a vu, d'un engagement sous-falcoriel avec déplacement, hernie, sous la faute du cerveau, des structures encéphaliques responsables sur l'imagerie de cette déviation de la ligne médiane. Il y a 2 causes possibles de dégradation clinique du patient atteint d'un accident vasculaire cérébral. Il peut s'agir, comme ici, d'une réaction œdémateuse avec engagement. Il peut aussi s'agir d'une transformation hémorragique au sein de l'accident ischémique cérébral. C'est pour ça que le scanner est l'examen le plus indiqué à la phase aiguë de la dégradation clinique.
2 jours plus tard, elle est intubée ventilée. Malheureusement, c'est ce qui se passe fréquemment quand les patients s'aggravent. Il n'y a en général pas grand-chose à faire chez le sujet âgé qui développe un hématome, qui développe un œdème malin secondaire à un AVC. Elle est intubée ventilée, elle va moins bien, elle n'a plus aucun réflexe du tronc cérébral. Vous suspectez une mort encéphalique. Comment on peut en faire le diagnostic chez un patient qui est initialement sédaté? 2 techniques. Première technique, le EEG. Il faut faire 2 EEG dans ce cas-là. À 4 heures d'intervalle, c'est important, où on voit disparaître tout signal électrique spontané ou provoqué. Il faut qu'il soit enregistré sur un temps suffisamment long, d'au moins 30 minutes, et il faut que le patient soit sevré de toute sédation médicamenteuse, ce qui est important quand le patient est intubé ventilé. Il faut aussi signaler l'absence d'hypothermie. La deuxième technique qu'on peut utiliser, c'est l'angiographie, qui objective l'arrêt de la circulation cérébrale. Quand je dis angiographie, je ne dis pas angioscanner, je ne dis pas angio-IRM, je dis angiographie, artériographie cérébrale, donc invasive. C'est pour ça qu'on préfère souvent la technique numéro 1. J'espère que ce dossier vous a plu, dossier un peu compliqué, pratique clinique, de réflexion devant le patient atteint d'un AVC qui s'aggrave, qu'il faut acquérir, la prise en charge à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral qui doit devenir un réflexe vraiment médulaire chez tout étudiant en D4 qui prépare l'ENC. Entraînez-vous à n'oublier aucun point et aucun PMZ sur la question que nous avons vue. Je vous rappelle qu'il existe 2 conférences de consensus essentielles au milieu d'une mare de conférences de consensus sur l'AVC, mais les 2 qui me paraissent pour moi extrêmement importantes, c'est la première qui s'intitule tout simplement accident vasculaire cérébral, qui date de 2007, et la deuxième qui traite de la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'accident ischémique transitoire et qui date de 2004. Je vous le rappelle, car j'adore faire de la répétition, les points importants de la prise en charge: respecter la tension artérielle qui s'élève spontanément, traiter toute hyperthermie, traiter l'hyperglycémie et mettre le patient en repos strict au lit pour permettre un bon débit sanguin cérébral. Je vous remercie et à bientôt.